Nangadef, Mbote, Miawezon, Mikwaba, Obolo, Bara Abara. En tout cas, bienvenue à ce nouveau live qui nous donne l'opportunité d'introduire un nouveau format proposé par le Sèche Covid Rec Miret. Jusqu'à présent, nous avons traité des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, et notamment le dernier qu'on a passé en revue, c'était Supranégritude de Kémy Séba. Là, c'était un grand ouvrage classique de la Renaissance kémite. Nous avons aussi, dans le cadre des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, nous avons traité des grands papyrus de Tamérie pour la Renaissance kémite. Ceci relevait de la bibliographie primordiale. Nous avons aussi, toujours dans le cadre des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, nous avons traité de la bibliographie fondamentale, et l'exemple de Kémy Séba donné, l'exemple du livre de Kémy Séba donné tout à l'heure relève, disons, de cette catégorie. L'autre format que nous avons eu à étudier, à travailler avec le Sèche, c'était les grandes figures de la résistance et de la collaboration. Et à ce sujet, nous avons déjà eu l'occasion de parler de Mugabe, de parler de Thomas Sankara, de parler de Cheikh Anta Diop dans le cadre des grandes figures de la résistance. Et nous avons également travaillé sur les grandes figures de la collaboration. Et nous avons inauguré cette série avec l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le troisième format proposé par le Sèche a relevé des grands oraux panafricains pour la Renaissance kémite. Et le dernier grand oral traité à ce sujet a concerné le vaudou. Voilà. Et nous avons également, avec le Sèche, introduit les grandes thématiques littéraires et les controverses qu'il y a autour. Et à ce sujet, le dernier exemple que nous avons eu à traiter, ou tout au moins l'un des exemples que nous avons eu à traiter, à porter sur l'ouvrage Zaïe et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Aujourd'hui, dans le cadre des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, nous allons inaugurer le format qui a trait à la bibliographie générale. Et le Sèche, sans doute, va vous apporter beaucoup plus de précision sur le concept de la bibliographie générale. Et nous aurons ainsi l'occasion de passer en revue l'ouvrage de Oswald Spengler. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Le déclin de l'Occident ». Et c'est d'une morphologie universelle. C'est un ouvrage en 2 volumes. Le volume 1 a pour titre « Forme et réalité » et le volume 2 a pour titre « Perspective de l'histoire universelle ». C'est donc un nouveau format dans le cadre des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, bibliographie générale, que nous inaugurons aujourd'hui. Le Sèche va certainement nous donner un peu plus de précision au sujet, disons, de ce nouveau format. Avant d'aller droit au but avec la première question, nous allons aussi inaugurer aujourd'hui une nouvelle pratique qui consiste à donner la parole aux internautes qui nous suivent. Nous les inviterons, après la 9e question, à nous poser des questions. Quelques-unes seront sélectionnées et seront données au Sèche afin qu'ils nous répondent aux questions posées par les internautes. En tout cas, celles des questions qui auront été sélectionnées.
Je vais donc, sans plus tarder, poser au sèche la première question qui est celle-ci. Qui est en réalité Oswald Spengler? Quel est son parcours intellectuel et professionnel? Et surtout, quelle est sa vision de l'histoire de l'humanité? Page 9, c'est traité à la page 9 de son ouvrage, Serge Covey. Permettez-moi, avant toute prise de parole, de remercier chaleureusement toutes les sœurs de combat kémites, tous les frères de combat kémites et tous les sympathisants de la cause kémite qui, depuis 1 an et demi maintenant, suivent avec diligence nos séquences vidéo live qui sont de fait devenues des rendez-vous incontournables de la kémitosphère numérique. Je voudrais en second lieu exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à un doyen qui a choisi de mener le combat le plus essentiel qu'un être humain puisse mener, qui est le combat de la réhabilitation de ceux sans qui nous ne serions pas en train aujourd'hui d'entretenir la flamme de l'espoir. Il y a 2 manières de prendre date avec l'histoire. Il y a d'abord la rétrospective. De temps en temps, il faut avoir le courage de regarder dans le rétroviseur de l'histoire pour apprécier à leur juste valeur les sacrifices consentis par ceux qui ont choisi de donner leur vie pour que nous puissions vivre. Deuxièmement, il y a la prospective. Il faut que nous pensions chaque fois à ceux qui sont déjà en vie, mais qui n'ont pas encore été rattrapés par le mal rédhibitoire que nous appelons la négrophobie, ou ceux qui sont appelés à naître. La question qui est posée, c'est: faut-il mettre au monde des enfants dont on n'a pas l'assurance qu'ils vont vivre dans un monde qui leur permettra d'être heureux, d'être libres, d'être prospères, d'être épanouis? À quoi bon faire des enfants quand nous savons que ces enfants demain vivront dans une Afrique recolonisée, une Afrique suppliciée, une Afrique agressée? Donc chaque fois qu'on choisit de faire un enfant, on choisit en même temps de lui assurer une vie qui soit une vie humaine. Je n'ai pas parlé de nous-mêmes. Je n'ai pas parlé de la perspective, parce que nous sommes déjà dans le grand bain. Souvent, il y a des gens qui gesticulent au bord de la piscine et ils sont très sensibles au schéma du maître nageur. Mais dès que tout le monde se précipite dans l'eau, on voit que le maître nageur, il ne sait pas nager. Eh bien, nous jouons aux maîtres nageurs qui ne savent pas nager. C'est-à-dire, nous passons notre temps à dire la lutte est engagée. Le combat plus que jamais est en chantier. Nous sommes les grands combattants kémites d'Internet. Mais nous oublions une chose.
Si le combat est engagé, on ne dit jamais qui est son ennemi. À partir du moment où vous dites, vous désignez votre ennemi, il n'y a plus cet effet psychologique de surprise qui fait que vous êtes en capacité d'anticiper. Voilà pourquoi nous passons notre temps à réagir. On est dans la réaction émotionnelle. Mais on n'anticipe pas. Parce que on dit aux gens qui sont nos ennemis tout le temps. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand il faut sortir maintenant du marasme, n'est-ce pas? Nous tendons la main à la Banque mondiale, au FMI. C'est-à-dire, nous demandons aux ennemis de nous sortir d'une situation qui les arrange. C'est un problème de cohérence mentale. Ici, il est question de réparation. Donc, c'est un ouvrage collectif, remarquable ouvrage, que notre aîné, le doyen, Garcin Malsa, qui porte ce combat depuis des années. Il a décidé donc de présenter au public. Et je ne résiste pas au plaisir de décliner brièvement le sommaire. Ça va aller très vite. Il y a l'introduction par Garcin Malsa lui-même. C'est la page 13. Il y a un texte de Garcin Malsa, la réparation, une exigence de justice. Ce texte est co-signé par Claudette Duhamel et Alain Manville. Alain Manville, c'est le principal disciple de Frantz Fanon. Ça dit parmi les partisans de Fanon, Manville, qui est avocat, fait partie de ceux qui ont le plus fait pour l'Afrique. Je dis bien pour l'Afrique. Page 51, Alain Manville parle d'un tribunal international pour la réparation. C'est-à-dire que jusqu'ici, les tribunaux qui ont été saisis de cette requête en droit positif ont toujours présenté une fin de non-recevoir. Pourquoi? Parce que ce sont les États qui ont mis en place ces tribunaux qui sont susceptibles de réparer les crimes. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la réparation économique et financière qui les dérange, même si cela leur en coûte beaucoup. Ce qui les dérange, c'est la réparation mémorielle. C'est-à-dire le fait de reconnaître qu'ils ont tué des êtres humains pour rien. Voilà. Et ça, avec les histoires des droits de l'homme, avec les histoires de ce qu'on appelle l'humanité et les valeurs humaines, ce discours s'effondre. Parce que tout leur magot, tout leur bien, c'est sur le dos d'innocents, des millions et des millions de gens qu'on a tués. Donc, il y a aussi votre serviteur, Kovi Rekmire, qui a écrit, dans le même livre qui vient de paraître, La traite négrière européenne, les résistances africaines et la question des réparations, vers une évaluation objective des dommages subis par les victimes de l'Holocauste noir et leurs descendants. En réalité, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que la première réparation, c'est la réparation de l'image de ceux qui ont été présentés comme ayant vendu leurs propres frères. C'est la réhabilitation de leur combat. Et c'est la reconnaissance de l'utilité publique mondiale de leur héroïsme. Cela veut dire qu'on ne peut plus garder les mêmes manuels d'histoire. Donc c'est ça le problème que je pose, fondamentalement. Ensuite, il y a Rodolphe Solbiak qui pose le problème compte rendu de Britain Black Debt, Reparation for Caribbean Slavery and Native Genocide, d'Hilary Beckless, une réécriture de l'histoire pour une transformation sociale réparatrice. Autant Garcin Malsa a amené dans le monde francophone l'idée des réparations, autant l'idée des réparations est déjà en germe
depuis Garvey. Donc ces ouvrages permettent de refaire le point sur où nous en sommes. Esclavage, réparation, où se trouve l'anachronisme? Intervention remarquable de Rosa Amelia Plumel Uribe, que vous connaissez déjà, puisqu'on a fait un live sur la férocité blanche. Ensuite, Shemshou Mat Grégoire Biyogo, le philosophe Biyogo, auquel j'adresse mon salut amical et fraternel, et qui parfois se plaint de mes changements d'humeur. À son égard, je peux dire aujourd'hui que mon humeur est très sympathique. À son égard aujourd'hui, à cause du texte. J'ai lu le texte. Question de méthode et d'épistémologie au sujet des investigations futures sur les deux traites des Noirs. La traite arabe et la traite européenne. Remarquable intervention de Biyogo. Non moins remarquable intervention, cette contribution, celle de René Louis, parfait étilé, égyptologue martiniquais, qui a écrit le texte, page 135, Malédiction de Cham, une vaste fumisterie. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que fumisterie, les gens ne voient pas que c'est le fumier. C'est le fumier, c'est le fumier. Disons, c'est l'art de faire du fumier un terreau pour toutes les saloperies. C'est ça la fumisterie, parce que nous parlons un français esthétique. Bien. Ensuite, Louis Salamoles, celui qui a écrit le Code noir ou le calvaire de Canaan, a écrit page 147, esclavage, réparation. C'est chaque fois qu'il y a eu esclavage dans l'histoire, il y a eu réparation. Sauf quand c'est les Noirs. Bien. Ensuite, Mam Oulo, notre maman Guillabert, qui vit au Sénégal et qui nous a beaucoup encouragés pour les lives. Voilà, elle est éditrice. On reviendra là-dessus. 147, page 147, page 159, pardon. Les réparations, l'Afrique et le panafricanisme. Parce qu'elle pense que c'est seulement le panafricanisme qui, lorsqu'il va triompher, va actualiser le problème des réparations. Ce n'est pas une question de revendication verbale. Ensuite, Philippe Bessières, page 181, l'Anzistman pour une réparation globale à la Réunion. Parce qu'il y a des peuples qu'on appelle les peuples métissés. C'est eux qui ont le plus subi. Ils ont tout perdu. Tout. La Réunion. Ensuite, page 213, Nita Brochon, Jacqueline Jacqueret et Luc Renette, le grand militant pour l'indépendantisme de la Martinique. Le titre, après, virgule, notre identité et notre combat commun. Ça dit, c'est maintenant que se joue l'après. Ensuite, autoréparation par le pouvoir du verbe. Réhabilitons nos ancêtres africains, réduits en esclavage et en arrêtant de les appeler esclaves. Donc c'est l'idée qu'ils sont des déportés et non des esclaves. Ça c'est Gladys Démocrite. Ensuite, page 235, par Sa Majesté la Reine-Mère, Dorothy Désir Rounon. Réparation, reconnaissance et justice. Ensuite, une auteure que nous connaissons très bien, Juliette Smeralda, page 251, la déconstruction du couple kamite comme séquelle de la destruction de la famille kamite par l'esclavage transatlantique. Quelle réparation plurielle pour tant de crimes quotidiens restés jusqu'ici impunis. Ensuite, Apa Mumia Makeba, Guyane, connaître le crime contre l'humanité pour ne pas l'entretenir. Ensuite, Patricia Donatien, le corps caribéen. Comment l'art peut-il réparer la mémoire organique d'une souffrance historique? Ensuite, Rodolphe Solbiac, devoir de mémoire et dénonciation du scandale de l'empoisonnement au chlordécone en Martinique, dans l'exposition Terre Bois
Glo de Patricia Donatier, un plaidoyer artistique pour une réparation et une autoréparation. Ensuite, Joby Valente, notre maman Joby Valente, 3 exemples de victimes de discrimination raciale en lutte pour le respect de leur humanité et de leur peuple. Justice et réparation vont ensemble. Page 297. Postface, appel du mouvement international de réparation MIR à tous les descendants d'Africains déportés et à tous les Africains du continent. Page 311. C'est un texte mobilisateur. Ensuite, présentation du MIR, page 313. Ensuite, les livres édités par le MIR, page 315. Cet ouvrage doit être entre les mains de tous ceux qui se battent pour que nos descendants ne vivent pas l'amnésie qui nous a rendus si vulnérables dans l'histoire. Quiconque oublie ses ascendants sera oublié par ses descendants. Quiconque outrage ses ascendants subira l'outrage de ses descendants. C'est une loi de l'histoire. On appelle ça une loi des reins de l'histoire humaine. Voilà pourquoi de génération en génération, nous subissons oubli et outrage. Il est temps de mettre un terme à cette spirale. Dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 manières d'affronter le passé, le présent et l'avenir. La première manière d'affronter le présent, le passé et l'avenir, c'est d'être acteur de l'histoire. Donc, un acteur, c'est quelqu'un qui, face à l'iniquité, l'injustice, sort de sa réserve et s'engage. Donc, ceux qui s'engagent sont ceux qui prennent le risque aussi d'affronter toutes les conséquences de leur engagement. Et une des conséquences de leur engagement, c'est la mort. Par conséquent, il y a des acteurs de l'histoire qui ont vécu tout en agissant, en s'engageant. Et il y a des acteurs de l'histoire qui sont morts parce qu'ils se sont engagés. On les appelle les martyrs de l'histoire. Le peuple noir, dans toute l'histoire de l'humanité, est celui qui cause le plus de martyrs. J'appellerai donc ça la martyrologie nègre qui, jusqu'à présent, n'a pas encore fait l'objet de ce qu'on appelle le décompte macabre des morts. On ne sait même pas combien de morts. Bien malin qui pourrait me dire combien ont été jetés en pâture aux requins dans l'océan Atlantique. C'est le seul peuple qui n'a pas fait l'inventaire de ses propres morts dans l'histoire humaine. La deuxième manière d'affronter le passé, le présent et l'avenir, c'est d'écrire l'histoire. D'écrire l'histoire. Bien souvent, ceux qui écrivent l'histoire, on les présente comme soit les chroniqueurs de l'histoire événementielle. Donc il y a des événements et eux, ils tiennent la chronique quotidienne de ces événements. En tenant un journal ou en présentant des archives. Les archives peuvent être sonores,
Les archives peuvent être écrites, elles peuvent être visuelles, etc. Et il y a ceux qui écrivent non pas l'histoire de l'épisode tragique qu'ils ont vécu, mais l'histoire de l'humanité pour la rendre intelligible à tous les hommes, tant qu'ils vivront sur terre. Parmi ceux-là, il y a un Africain. Depuis que nous avons perdu l'initiative historique, c'est-à-dire depuis 525 avant notre ère, pas depuis la traite arabe, bien avant, sous le Perse, sous l'occupation perse. C'est Cheikh Anta Diop. Namé m'a posé une question sur Spengler. On va dire comment encore dit Cheikh Anta Diop. Or, Spengler fait partie pour l'Occident de ceux qui ont écrit l'histoire de l'humanité afin que tous les humains puissent se souvenir de la grandeur de l'humanité et de sa décadence. Dans mon ouvrage, j'ai commencé par une phrase. Mon ouvrage apparaît. L'histoire des peuples n'est rien d'autre que leur identité et leur biographie réelle. Prendre le risque de la travestir, c'est dépouiller ces peuples des actions souvent glorieuses, parfois viles, des actions concrètes auxquelles, dans le feu de la réalité et dans la marmite tourmentée des événements, ils impriment le sceau de leur passion, de leurs ambitions et de leur mission. Et seules ces actions, en définitive, les façonnent et les forment. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être humain a sa propre mémoire. Mais sa mémoire n'est pas la conscience historique de l'humanité. Sa mémoire est limitée à son vécu. À son vécu, à son expérience de la vie. Mais ce dont on parle, Oswald Spengler, Ibn Khaldoun, dans Al-Muqaddimah, discours sur l'histoire universelle, Townshend, Gian Battista Vico, Drusinet, ceux-là, ils appartiennent à une catégorie de ceux qui ont élaboré la théorie rationnelle de l'histoire de l'humanité. C'est une théorie rationnelle de l'histoire de l'humanité. Joseph Kizerbo a tenu la chronique de l'histoire de l'Afrique. Eli Kambokolo a tenu la chronique de l'histoire de l'Afrique. DeGraff Johnson, dans son ouvrage, c'est un Ghanéen, African Glory, The Story of Vanished Negro Civilization, il a tenu une chronique. Frank Snowden Jr., dans son ouvrage Blacks in Antiquity, Ethiopians in the Greco-Roman Experience, il a tenu une chronique. Mais Cheikh Anta Diop seul a élaboré une théorie rationnelle de l'histoire de l'humanité qui permet de rendre intelligible tout ce que l'humanité a fait de grand et de noble et tout ce que l'humanité a fait de bas et de vil, comme les génocides par exemple. Les génocides ne sont pas des actes militaires et guerriers. Du moins, pas toujours. Ce que nous vivons en ce moment, avec le coronavirus, c'est un génocide. Mais, qui est utilisé par la voie de la virologie. C'est-à-dire la libération de virus meurtriers pour
passer de l'état d'épidémie à l'état de pandémie. Et ce qu'on avait coutume de voir, c'est la dévastation des continents comme l'Afrique. Le fait nouveau, c'est que ce virus opère intensément dans l'œil du cyclone. Est-ce pour autant que nous devons nous réjouir? N'est-ce pas la même humanité qui en meurt aux États-Unis? La raison pour laquelle le président Trump est pressé de repasser à la reprise des affaires, c'est parce que 70% des morts sont noirs aux États-Unis. Donc, le problème que nous posons, c'est qu'il y a une troisième façon d'être confronté au passé, au présent et à l'avenir. Cette troisième manière, c'est d'être ce qu'on appelle des témoins de l'histoire. Vous voyez, de temps en temps, on amène des gens pour dire, voici les derniers survivants de la Shoah. Venez! Et ils viennent. Voici le dernier esclave américain. On a fait un live sur ça. C'est un béninois. Voici le dernier des Mohicans. C'est ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que lui, il a pris connaissance des événements qu'il a vécus. On ne dit pas qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que beaucoup ont été présentés comme des survivants de la Shoah, mais en fait, à l'époque, ils ont déserté, ils ont fui. Mais ils viennent après pour dire on était, c'est nous. Donc il y a plein de médailles. Pareil pour la première guerre dite mondiale, pareil pour la deuxième guerre dite mondiale, etc., etc. Les seuls qui sont des témoins qu'on ne décore pas, c'est les tirailleurs nègres qui, à force de tirer ailleurs, on finit par oublier comment on tire. Parce que quand ils réclament leur dû, on les massacre au camp de Tiaroy, au Sénégal. Donc, les témoins de l'histoire, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens même qui ont été des collabos et qu'on a fait passer pour les héros de la résistance en France. Et qui donnent des leçons aux Africains. Oui, mais vous étiez tout simplement des bataillons de notre bras armé. Mais ce n'était pas vous qui exerciez le commandement. Je regrette, c'est nous qui allons sur les canons. Eux, ils étaient des planqués. Je regrette. Donc, le problème, c'est que des faux témoins existent aussi. Vous savez bien que quand il y a confusion et cafouillade, des gens se présentent pour dire moi, je peux jurer que celui-là, il est quelqu'un de bien. Donc, il ne faut pas le condamner. Mais en fait, lui, il est complice de celui-là. Et il vient dire qu'il est témoin. Alors qu'en fait, il est co-accusé. Je suis en train de dire que toutes ces notions sont floues. Et enfin, il y a la dernière catégorie. C'est ceux qui subissent l'histoire. Ceux qui subissent l'histoire. Quand on a pris la décision de changer le franc français par l'euro, beaucoup de gens ont dit « Ah, on a une nouvelle monnaie !» Et c'est la monnaie de l'Union européenne. Qu'à cela ne tienne, les gens se sont battus pour ça justement. Comme ça, il n'y aura plus de guerre entre l'Allemagne et la France. Parce qu'on a une monnaie ensemble. Demain, on aura un parlement à Bruxelles. Après-demain, on aura la Banque centrale européenne. Et le président Macron dit, c'est quand l'armée européenne. Donc, l'idée de l'Europe est devenue un idéal affirmé
pour en fait faire des opérations financières de l'oligarchie. C'est pour cela que quand vous achetiez à 100 francs de l'époque, vous allez au supermarché, vous avez 3 sacs. Aujourd'hui, vous avez 100 euros. Le sac n'est pas bien rempli. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une dévaluation automatique. C'est-à-dire la monnaie est devenue une monnaie qu'on présente comme une monnaie qui va vous donner le pouvoir d'achat. Alors que c'est le contraire. Ça vous prend de l'argent. Bien. Donc si j'ai parlé de ces 4 postures face au passé, au présent et à l'avenir, c'est parce que Oswald Spengler, l'auteur de ces 2 volumes, Le déclin de l'Occident, tome 1, esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, forme et réalité. Le déclin de l'Occident, tome 2, esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, perspective au pluriel de l'histoire universelle. Ces 2 ouvrages sont les 2 ouvrages les plus combattus par les élites occidentales en Occident. Bien sûr, ils ont combattu Nation Nègre et Culture. Ils ont combattu l'Asie et la domination occidentale de Panikkar, un historien indien qui a dit tous les crimes que l'Occident a fait là-bas. En Asie. Ils ont combattu. Pour les Asiatiques, ça c'est l'équivalent de Nation Nègre et Culture. C'est-à-dire, l'Asie est la domination occidentale du 15e siècle à nos jours. Il y a un ouvrage intitulé « Le martyr de l'Océanie » ou « L'élimination physique programmée des peuples aborigènes ». Quand on dit aborigènes, ce sont les gens qui étaient avant en Australie. Ce sont les gens qui étaient en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, tout ça. C'est ça qu'on appelle les aborigènes. Bien. Donc, ces ouvrages ont été combattus. Pourquoi? Parce que ces ouvrages posent le problème de la version des vaincus. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs proposant la version qui les arrange. Parce qu'ils supposent que les vaincus ne sont plus en capacité de témoigner. La version des vaincus vient interrompre le sommeil des vainqueurs. Parce que donner une version qui ne soit pas indexée à ce qu'on appelle la version normative, la norme, c'est montrer en même temps que la version normative elle-même n'est pas normative, elle est anormale. C'est ça, c'est montrer cela. Parce que l'histoire a mis aux prises plusieurs peuples. Pourquoi on n'entend que le son de cloche d'un seul peuple? C'est ça le problème. Et quand on fait ça, ça s'appelle la relativité historique. C'est-à-dire que ce que dit l'Occident n'est pas ce que ressentent les Amérindiens. Ce n'est pas ce que ressentent les Africains. Je donnerai 2 exemples avant de poursuivre. Pour les Occidentaux, le génocide, l'épisode du génocide, que moi j'appelle l'Holocauste noir, qui a commencé depuis l'Antiquité, qu'on appelle la traite négrière européenne, c'est la conséquence d'un commerce triangulaire. Donc il y a 3 pôles. Il y a le pôle de l'offre, c'est l'Afrique. C'est des Africains qui offrent à d'autres Africains. Il y a le pôle de la demande, c'est l'Europe. Et il y a le pôle de la mise en valeur de la marchandise humaine. C'est l'Amérique et le Nouveau Monde. C'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà le point de vue normatif sur cet épisode tragique. Pour nous, on ne peut pas dans ce schéma-là parler de réparation.
Parce que si la victime est elle-même son propre bourreau, il faut que la victime cesse de s'auto-victimiser pour se culpabiliser. Donc la culpabilisation des Noirs est l'entreprise qu'on mène dans la guerre psychologique depuis le XVe siècle. La culpabilisation des Noirs. On culpabilise la victime et on absout le bourreau. Qu'est-ce que moi je dis? Moi je dis dans mon texte, ici, et beaucoup de gens m'ont dit, nous, c'était évident mais on n'avait pas compris. Cela, c'était évident. J'ai dit ceci. De tous les crimes perpétrés par des êtres humains contre d'autres êtres humains, et ce, depuis que le monde est monde, la traite négrière européenne, entre parenthèses, épisode tragique de l'Holocauste noir, fut sans doute le plus abominable, le plus inqualifiable, le plus abject et le plus répugnant. Les nations européennes, Espagne, Portugal, Angleterre, France, Hollande, etc., qui ont pris une part active à cette entreprise génocidaire et qui en ont tiré 5 siècles durant les profits colossaux et mirifiques qui ont rendu possible leur industrialisation accélérée, s'efforcent sous nos yeux de réécrire l'histoire de cette épopée criminelle multiséculaire en s'évertuant à faire de leurs victimes leurs propres bourreaux. Donc, en écrivant cela, je dis et j'insinue qu'en réalité, on dit que c'est l'histoire de la traite, mais c'est la version des bourreaux. C'est ça que je dis. Donc, si cela est vrai, je vais partir donc de la version des Occidentaux sur l'histoire de l'humanité. C'est de ça que je vais partir. Je répète, la version des Occidentaux sur l'histoire de l'humanité. Bon, vous allez me dire, un paysan du Larzac, il n'a pas écrit quelque chose. D'accord? Je vous dirai, soit. Je vous le conseille. Mais le paysan du Larzac, s'il veut s'instruire de l'histoire ou instruire son enfant, ses descendants, sur l'histoire, il est obligé de partir de l'histoire écrite par les élites européennes, c'est-à-dire les historiens européens. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas écrit quelque chose que ça ne s'impose pas à toi. Parce qu'il existe des institutions qui relaient ces idéologies de génération en génération. Pourquoi ont-ils combattu Oswald Spengler? Parce que c'est un Allemand. Il est né à Blankenberg le 29 mai 1880. Et il est mort le 8 mai 1936 à Munich. Donc c'est un Allemand. Il a vécu dans une famille de protestants, luthériens. Parce que Luther en Allemagne et Calvin en Suisse ont compris que le christianisme, tel qu'on l'interprète à travers le catholicisme, c'est la version d'un État le plus petit du monde et le plus riche du monde, qui est le Vatican. Donc un État propose une version d'une religion et cette version est considérée comme la version qui émane de Dieu. Donc que dit Luther? Luther dit que le catholicisme est une institution qui fabrique des pauvres. Et ces pauvres, ce sont eux qui vont
enrichir les riches. Pour qu'ils puissent enrichir les riches, il faut qu'il y ait de plus en plus de pauvres. Parce que c'est la quantité cette fois. C'est la quantité. On joue sur le ressort de la quantité. Il en résulte par conséquent que pour Luther, il vaut mieux qu'il y ait moins de pauvres parce que les pauvres sont devenus riches. Donc Luther, lui, il n'attend pas le paradis pour être riche. Et je le comprends. Je le comprends. Moi, je crois que Luther, il a raison. Parce que personne n'est revenu avec des milliards du paradis, à ma connaissance. Par conséquent, Luther dit ceci. Le catholicisme doit disparaître au profit du protestantisme. Et le protestantisme, c'est quoi? C'est une éthique mercantile. Un vrai croyant doit être riche. Il doit gagner de l'argent. Comment tu dis que Dieu est bon? Dieu est amour. Et chaque jour, tu es dans une case, dans une hutte, tu n'as pas de quoi manger. Et tu emmènes tes enfants pour aller donner encore le peu que tu as dans une église à des gens qui, eux, sont riches. Donc, le sociologue qui a dit que le protestantisme, c'est ça qui a fait que le christianisme n'a pas été détruit par l'insurrection des esclaves. C'est Max Weber. Max Weber. Donc le problème qui est posé ici, c'est que l'Allemagne se réclame de l'éthique protestante. L'Allemagne. Donc, c'est dans cette ambiance que Oswald Spengler a grandi. La filière naturelle, c'est l'enseignement. Il est donc devenu professeur de lycée à Hambourg, la ville où je vais donner des conférences. Et à un moment donné, il se rend compte que quand tu es professeur, tu donnes des connaissances. Mais ces connaissances sont utilisées par l'institution pour faire des manuels. Et toi, tu es payé à un niveau où un fonctionnaire travaillant à la gare routière est payé. Donc, le traitement routinier de la fonction, le professeur a fait qu'il a décidé, en bon protestant, de s'enrichir en écrivant des livres. Bon, vous allez me dire, quand tu écris des livres, ça ne te rend pas riche. Mais ce qui lui a permis d'être riche, c'est que lui, il est devenu celui qui distribue les livres anciens. Et tous les livres qui sont perdus. Il les prend, il achète des droits. S'il y a la plupart, il y a plus de, il y a un droit, ils sont morts. Donc tous les livres de latin, il les a pris et puis il a traduit en allemand. Donc il a traduit Tite-Live, il a traduit Varron, il a traduit Suétone, il a traduit Cicéron en allemand. Et quand tu traduis, ce n'est pas toi qui traduis. Tu as des gens qui traduisent pour toi. Mais c'est toi qui vends. Donc, si aujourd'hui, tous les livres que nous voyons là, qui n'ont pas de version en français, comme le livre de Van Sertima et tout ça, si on touche les ayants droit et on les traduit en français, on est riche. Il suffit de 100 livres, tu es riche. 100 livres. Tiens. Mais le noir ne va pas faire. Le noir va dire, ah, il faut suivre la procédure et les droits d'auteur. Qui a respecté les droits d'auteur pour les nègres? Les droits d'auteur. Ça n'existe pas pour nous. Nous, on n'est pas auteurs. Va au Quai Branly. Va dire que la sculpture du dieu Gou, le dieu de fer du Dahomey, cette sculpture a eu des auteurs. On te dit quel auteur? Ah, ça appartient à la France. Tais-toi. Donc,
le problème qui est posé ici est très simple. Il faut devenir usurier pour être riche. Parce que le système est une machine à fabriquer des fonctionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont juste le minimum pour payer le loyer et pour s'alimenter. Mais ils n'ont pas de quoi voyager. Ils n'ont pas de quoi faire face à la culture, l'intelligence. En plus de ça, le système est chronophage, c'est-à-dire mange tout le temps. Voilà pourquoi la plupart des nègres, vous ne les voyez pas dans les conférences. Parce que s'ils ont un samedi et un dimanche, c'est sacré. C'est là où ils vont en boîte. C'est là où ils vont à l'église pour aller voir le pasteur. Comme ça, le pasteur leur dit qu'il a prié pour leur âme. Moi, j'ai dit ne prie pas pour mon âme, donne-moi des sous. Qu'est-ce que t'enseignes, mon âme? Toi, tu connais l'état de mon âme? Prie pour toi-même, malheureux. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que lui connaissait tellement le système qu'il a utilisé les vices du système pour sortir du cercle vicieux et entrer dans le cercle vertueux. En tant que protestant, il a eu un problème de conscience que je vais formuler en une interrogation, une question. Pourquoi, pour connaître les Amérindiens, il faut lire les livres des Occidentaux? N'y a-t-il pas des historiens amérindiens qui ont rendu compte de la version des vaincus amérindiens? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi en Allemagne, on va à l'université, on étudie les Mayas, on étudie les Aztèques, et on dit que c'est des peuples anthropophages, des trucs comme ça, mais on ne parle pas de la pyramide, on ne parle pas de tout ça. Pourquoi? Donc l'Européen, dans son récit mémoriel, mégalomaniaque et mythomaniaque, qu'il appelle l'histoire de l'humanité, a inventé une pseudo-science qu'on appelle l'américanisme. Parce que ces gens-là, les Mayas, tout ça, ils appelaient leur continent Tarana. Ils ne disaient pas Amérique. Ils ont inventé l'africanisme. Donc il y a ici des africanistes spécialistes des Dogons qui ne savent pas dire un mot dans la langue Dogon. Des imposteurs académiques. Voilà la position qu'on vit. Ils ont inventé aussi des océanistes. L'océanisme. Tu vois? Ils ont inventé les spécialistes de l'asiatisme, l'idéologie de l'Asie. Tu vois là? Mais il y a une seule qui manque. C'est l'européanisme. Ils n'ont pas inventé, dans le cadre du voyeurisme, une idéologie qui pourrait étudier les Européens qui étaient dans les grottes là. Comment ils vivaient au fait? On ne sait pas. Bon, remarque, je ne veux pas savoir. Pas mon problème. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est ce qui va faire que l'humanité va s'entendre. Ils ont dit c'est faux. Que Covey recherche la revanche. Tous les accents de Covey sentent la revanche. C'est la première fois qu'un accent devient de l'odorat. Donc, moi je dis ceci. Si je dois définir l'américanisme, je dirais donc que l'américanisme est une idéologie de propagande pour inférioriser les peuples amérindiens et pour justifier moralement les crimes commis au nom de la suprématie blanche. Voilà ma position. Si je devais définir l'africanisme, je dirais la même chose. L'océanisme, je dirais la même chose. L'asiatisme, je dirais la même chose. Encore que l'asiatisme a disparu. Pourquoi? Parce que les Chinois écrivent leur propre histoire. Et ils n'ont pas besoin de logothèmes. On dit qu'il faut venir dans les congrès internationaux pour venir discuter avec les savants. Les Chinois disent, vous n'êtes pas des savants.
Vous êtes des idéologues vulgaires. Est-ce que vous connaissez mieux Confucius que nous? Est-ce que vous connaissez mieux? Donc, les Européens ont dit, dans ce cas, on va abandonner cette science ethnologique. Parce que c'est maintenant une puissante nation industrielle. D'accord? Donc, on va créer les sinologues. Les sinologues, la sinologie, les sinologues. Tu vois, quand on dit log à la fin, hein, il faut comprendre tout de suite menteur. Mensonge. Log. Voilà. Ok. Donc, moi, ce que je dis, c'est que Spengler a eu une intuition. À la base de toute découverte scientifique, il y a une intuition. Cette intuition, c'est que si l'Europe a substitué à la version des vaincus un récit mégalomaniaque et mythomaniaque, c'est parce que l'Europe était, dans les temps les plus reculés, derrière tout le monde. On a dit, mais comment? Mais toi-même, tu ne vois pas que c'est les Grecs. Tu ne connais pas les Grecs, toi? Donc, pour qu'il n'y ait pas de polémique autour des Grecs, oh, il faut éteindre ça, ouais. Il est devenu helléniste. C'est-à-dire que tu dis les Grecs. D'accord? Mais c'est ce que tu fais dire aux Grecs que tu appelles la philosophie grecque. Tu vois? Ce qui est important, c'est ce que les Grecs ont dit. Et qu'est-ce que les Grecs ont dit? Les Grecs ont dit que ce qu'on appelle leurs doctrines philosophiques sont des doctrines qu'ils ont prises en Égypte et qui sont venues acclimater en Grèce, sans citer leurs sources, ce qui s'appelle le plagiat. Dans le cas de Phérécide, le plagiat est consommé. Phérécide. Mais qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont dit que tout ce que les Grecs ont dit là, qu'ils ont été étudiés auprès de tel maître qui était noir, auprès de... c'est tout simplement des fictions d'un peuple qui découvre l'exotisme et qui commence à idéaliser les barbares. J'ai dit, c'est magnifique. Et donc, il y a un auteur qui a fait une thèse là-dessus. Il s'appelle Froidefond. Froidefond. Et le livre s'intitule Le mirage égyptien. C'est-à-dire, les Grecs ont été victimes du mirage égyptien. Mais pourquoi les Grecs n'ont pas été victimes du mirage babylonien? Pourquoi ils n'ont pas été victimes du mirage assyrien? Pourquoi c'est toujours le mirage égyptien? Maintenant, les Grecs disent, voilà là où on a étudié. C'est tel endroit. On est parti, les archéologues ont trouvé l'endroit. On a dit, ouais, mais les Grecs ont dit ça, mais peut-être qu'ils se sont trompés d'endroit. J'ai dit non. Moi, je suis obligé de défendre les Grecs. Parce que c'est pas possible. Pas possible. Bon, donc, pas comme ça. Comme ils ont dit que ce sont ces mêmes Grecs qui ont fait le miracle grec et que c'est eux qui ont tout apporté, la raison, la science, etc., ils risquent de détruire le miracle grec en mettant en cause la fiabilité des Grecs. Parce que c'est sur les mêmes Grecs qui font le miracle grec. Tiens, donc je dis pour sauver le miracle grec, moi je dis qu'il faut défendre le soldat Thalès. Il faut défendre le soldat Pythagore. On dit quand on s'est connu. Occupe-toi tes nègres. Donc le problème de Toynbee, c'est ça. Non, de Spengler. Donc, il a dit, au lieu de dire l'histoire universelle, tu vois ici, esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle. Il faut se demander, qui est celui qui a inventé l'universel? Pourquoi on dit toujours la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens? Il y a les autres peuples qui font des déclarations. Pourquoi ils ne disent pas universel d'abord?
quand les Chinois font leur déclaration, ils ne disent pas universel. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par universel? Donc, il y a une première construction conceptuelle qui s'appelle l'universalisme. C'est très dangereux. Parce que la plupart des nègres aliénés disent, du point de vue de l'histoire universelle, mais qu'en savent-ils? Donc Spengler va attaquer l'universalisme. Deuxièmement, Spengler va attaquer le rationalisme. Parce qu'il dit que chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils disent que c'est la raison. C'est pas eux. Il est raisonnable d'eux. Et penser que... Voilà. Donc Spengler va dire que, en fait, la raison est un concept confus et fourre-tout qui permet de justifier ce qui n'est pas raisonnable. Spengler dit comme ça. Donc, dès qu'on te dit que c'est la science historique qui dit ça, il faut savoir que c'est tout simplement un tissu de mensonges. Et on met juste le mot raison ou le mot science. La troisième chose, c'est il faut détruire l'ethnologie, qui est une pseudo-science qui parle des êtres primitifs, des bons sauvages et tout. Et il faut reprendre les documents historiques laissés par les anciens Égyptiens, les papyrus, les documents laissés par les anciens Mayas. Ils avaient aussi une écriture hiéroglyphique. Et c'est à partir de ces documents qu'on doit confronter ça avec maintenant le récit mythomaniaque et mégalomaniaque de l'Europe. Hein? On doit confronter les papyrus égyptiens avec le récit mythomaniaque. Tu vois? Et c'est ce que nous avons fait avec le papyrus Edwin Smith mal nommé. Et ce que nous allons faire avec le papyrus Rinde de mathématiques mal nommé. Donc ça veut dire quoi? Spengler met la main, le doigt, là où ça fait mal. Donc on a accusé Spengler, d'être un fou. Un fou. Vous savez, quand on dit un fou ici, ça veut dire c'est un dément qui a perdu la raison et qui doit être enfermé. C'est ça que ça veut dire. Donc il ne faut plus qu'il écrive. C'est un fou. Deuxièmement, on l'a présenté comme un masochiste. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait du mal à lui-même et à son peuple. Au nom de la bienfaisance. Donc c'est un masochiste idéaliste. Il n'a pas compris que tout ce qu'il mange là, c'est à cause de l'exploitation des autres peuples là. Et il vient dire qu'il faut que ces peuples-là puissent avoir une promotion. Or, pour l'occidental, la promotion de ces peuples-là, ça veut dire la fin de l'Occident. C'est ça. Les Occidentaux ne pensent pas que les Chinois veulent coopérer avec eux. Les Occidentaux pensent que s'ils ne font pas la guerre commerciale avec la Chine va se venger contre l'Occident à cause de tout ce qu'ils ont fait à la Chine dans ce livre. L'Asie et la domination occidentale. Et comme ils sont comme les Chinois, la même mentalité, belliqueuse, guerrière, ils se disent que la guerre là, que la Chine va leur faire là, c'est même pas l'enfer est préférable. Tu vois? Alors qu'ils disent que diplomatie avec la Chine, le ministre des Affaires étrangères. Donc on est dans l'hypocrisie. Il n'y a que les nègres qui aiment tout le monde. Et troisième chose, Spengler a dit, on ne peut pas non plus venir avec des livres sur les Mayas, sur les Aztèques, qui ne soient pas écrits dans les langues des peuples en question. Parce qu'on puisse vérifier l'authenticité et qu'on puisse fonder une interprétation, ce qu'on appelle une herméneutique, sur des bases philologiques sûres. Une fois qu'il a fait ça, il a annoncé, nous sommes en 1911 jusqu'en 1918, que lui, il ne veut pas faire de la politique. Parce que c'est l'époque où le maréchal Hindenburg était déclinant physiquement
Et un ancien étudiant en art qui a toujours échoué partout, en Autriche ou ailleurs, Hitler, il a été coopté pour manipuler le maréchal Hindenburg par des banquiers qui ne savaient pas qu'après il allait mettre leurs parents dans les camps de concentration. Et c'est là où le Parti national-socialiste est né. Donc ça veut dire que Hitler a fait croire qu'il allait servir les desseins du banquier Schacht et de tous ces gens-là. Et finalement, il a pris tout leur argent. Il a créé la nuit des longs couteaux. Il a demandé une répression féroce. Il leur a déshérités. Il leur a tout pris. Et il avait une technique consommée, Hitler. Si tu as fui, il prend tous tes biens. Si tu fuis, il prend tous tes biens. Si tu ne fuis pas, si tu n'as pas eu le temps de fuir, et que tu as mis tes biens à l'étranger, il te prend toi-même. Et il te met à la diète noire. C'est-à-dire, la diète noire, c'est-à-dire, tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 15 jours. Et chaque fois que tu veux boire, il t'amène du pipi. Chaque fois que tu veux manger, il t'amène des excréments, des Waffen-SS. Il chie et il t'amène ça. Que tu as faim, non? Voilà les gens qui parlent d'humanité. Et quand tu as bu le pipi 2 fois, tu demandes à ce qu'on rapatrie l'argent. Et il te surveille jour et nuit pour que tu ne te suicides pas. Tu comprends? C'est-à-dire que il faut comprendre que Spengler a prononcé une phrase. Parce qu'ils ont commencé à l'attaquer. Donc il a prononcé une phrase. Il a dit, l'Europe n'a connu qu'une histoire sanguinaire. Et le principal acteur de l'histoire de l'Europe, c'est le sang. L'histoire de l'Europe, selon Spengler, parce que si je dis ça, on va dire, oulala! Bon, selon Spengler, l'histoire de l'Europe est une épopée sanguinaire sans fin. Et l'acteur le plus important de cette histoire, c'est le sang. Et il ajoute, le sang des innocents. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'il y a récession économique, on trouve tout de suite une guerre qui permet de spolier les vaincus. Ça dit, on fait des guerres pour spolier les biens des vaincus. Voilà pourquoi la première chose qu'ils font, quand ils font une guerre et qu'ils gagnent, soi-disant, c'est-à-dire ils utilisent la force brutale, la première chose qu'ils font, ils disent qu'il faut butiner, c'est-à-dire qu'il faut prendre le butin. Vite! Donc, ce que je veux dire. Parce que les nègres ont dit, Diop nous a donné notre histoire. Maintenant, il ne faut plus jamais lire un seul le codeur. Bon, je pose 2 questions. 1. Diop n'a-t-il pas lu lui-même des Lecodères? Comment tu peux critiquer la pensée des gens sans les avoir lus? Certains ont falsifié l'histoire de l'humanité. Et Diop les a combattus. Dans le chapitre falsification moderne de l'histoire, dans la chaîne d'agriculture. Mais d'autres ont dit la vérité. Donc Diop les a appelés les savants de bonne foi. Hein? Il a cité Volney. Il a cité un certain nombre de savants de bonne foi. Eh bien, moi je dis, dans la bibliographie générale, moi je vais citer ceux qui ont été de bonne foi. Comme ceux qui ont été de mauvaise foi. La prochaine fois, je vais parler de l'inégalité des races humaines de Gobineau. Parce que nous avons parlé d'intelligence humaine. Mais à partir de quel livre? Je ne dis pas que tous les Européens sont mauvais. Mais je ne dis pas que tous les Européens sont bons. Mais je suis obligé de dire aussi quelque chose. Tous les nègres ne sont pas bons. Sinon, je ne m'occuperai pas de Sassou. Bien. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que quand tu veux écrire l'histoire rationnelle de l'humanité,
quand tu veux proposer une théorie rationnelle de l'histoire, il faut que tu aies une vision. Hein? Il faut que tu aies une vision. Donc, cette vision, c'est, pour parler comme eux, la vision de la déclinologie. C'est-à-dire comment on décline. C'est quoi le déclin? C'est quoi? C'est quoi? Quand tu dis le déclin de l'Occident, parce que c'est pas ça qu'il a dit. Hein. Le mot qu'il a dit, c'est pas le mot déclin. Hein. Ça, c'est la traduction de l'allemand par le philosophe Tazerout. Je reviendrai sur ce qu'il a dit. Exactement le mot qu'il a dit exactement. Quand une civilisation arrive à éclore, cette civilisation est confrontée à un premier cycle. Ce cycle, c'est le cycle de la maturité. Tu vois? C'est-à-dire, on quitte l'enfance pour mûrir. Est-ce que vous voyez? Deuxième cycle. Une fois que tu es devenu mûr, tu vieillis. Tu vieillis. C'est-à-dire, tes forces ne sont plus les mêmes. Ta capacité mentale d'analyse n'est plus la même. Tes facultés de réaction face à l'adversité ne sont plus les mêmes. Les réflexes ne sont plus les mêmes. Mais avant ça, il y a quand même un moment où tu es au top. C'est ça qu'on appelle l'apogée. L'apogée. Donc, j'ai dit maturation, non. Le premier cycle s'appelle la croissance. Le deuxième cycle s'appelle l'apogée. Le troisième cycle s'appelle le déclin. Ici, quand un être humain décline, il ne sait plus rien. Voilà. Ils disent même qu'à 50 ans, tu es senior. Maintenant, si tu es vieux, vieillard, il y a deux possibilités. Soit tu as laissé de l'argent et on te met dans des mouroirs. On attend la fin. Tu ne peux plus te promener, tu ne peux plus aller faire des recherches, tu ne peux plus aller à la bibliothèque. Tu es enfermé tout le temps. Soit ton fils même t'aide à partir en te faisant des injections ou un certain nombre de choses pour pouvoir prendre vite l'héritage. Si tu n'as pas d'héritage du tout, ça veut dire que tu es pauvre, il t'abandonne. Voilà la vérité. Donc le cycle croissance, apogée, déclin ou décadence. Tu vois non? Donc, une civilisation, comment on sait qu'elle a décliné? Qu'on est dans la phase, le cycle 3. Comment on sait? Bien. Cette civilisation est obligée d'afficher des valeurs qui sont des valeurs positives. Mais cette civilisation agit en piétinant ses propres valeurs. Donc c'est la duplicité des valeurs. C'est comme ça qu'on a fait ça. C'est-à-dire que la France dit que elle est là pour défendre les droits de l'homme. Mais la France va en Côte d'Ivoire, bombarde Abidjan, alors qu'il y a des gens qui ne font pas la guerre avec elle et tout ça. Voilà. Parce que la vie d'un nègre, contrairement à ce qu'ils disent, n'a pas de valeur à leurs yeux. Ça n'a pas plus de valeur que la vie d'un animal. Voilà pourquoi quand on a dit à la France, il faut indemniser les victimes de guerre en Côte d'Ivoire. La France a dit que victimes de guerre. Donc Césaire a mis en évidence ça. Césaire a écrit, je cite, dans Discours sur le colonialisme, page 7, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux aux problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. Le fait est que
la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Et que, déféré à la barre de la raison dont elle se réclame pourtant, déféré à la barre de sa propre conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tous les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave, car les Américains dont il est question étaient des Européens. Le grave est que l'Europe est moralement, mais aussi spirituellement indéfendable. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Parce que ce qu'ils pensent, c'est que tant qu'ils ont la force des mitraillettes, ils sont forts. Mais la plus grande faiblesse d'un homme, c'est qu'il est obligé de dire le contraire de la vérité pour pouvoir passer pour quelqu'un qui est moralement défendable. Voilà ce que l'Occident ne comprend pas. Et puisque aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres mensonges. Colonisation égale civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe la colonisation? De convenir clairement de ce qu'elle n'est point. Ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de combattre la maladie, la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit. D'admettre, une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate elle-même obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies misérables antagonistes. Césaire. Donc ça veut dire quoi? Césaire dit que une civilisation qui ruse avec ses propres principes moraux est une civilisation moribonde. Une civilisation qui ne peut plus faire face aux conséquences de son propre fonctionnement systémique, du système qu'il a mis en place, est une civilisation en perdition. Enfin, une civilisation qui essaye de se proposer comme meilleure que celle qu'elle détruit, alors qu'elle sait qu'humainement, celles qu'elle détruit sont meilleures, est une civilisation diabolique. Césaire, c'est un Africain de la Martinique. Mais Spengler, c'est un leucoderme qui, lui, est censé faire preuve de ce qu'on appelle la solidarité raciale. Il n'y a pas que la suprématie blanche. Il y a le fait que de l'extrême gauche à l'extrême droite, il faut être solidaire de sa race. C'est ça l'idée.
Les Africains parlent d'alliés de classe parmi le prolétariat blanc. Mais qui a éduqué le prolétaire blanc? Au nom de quelle idéologie raciste? Et on croit qu'il va se défaire de cette idéologie raciste et accepter qu'un nègre le commande dans la chaîne de commandement. Mais donc, Spengler est un des blancs, et je n'ai choisi que 500 livres comme ça. Un des blancs qui nous ont dit le plus de vérité sur ce qu'est le blanc. Ça, c'est très important. Parce que les Noirs ne savent pas ce qu'est le blanc. Ils ne savent pas qui est le blanc. Quand je parle de ce qu'est le blanc, je veux dire l'ontologie. C'est-à-dire la qualité d'être du blanc. Tu vois. Deuxièmement, il nous parle de ce que vaut la parole du blanc. Tu sais qu'en Afrique, on dit que la parole d'un homme suffit pour instaurer la confiance. Lorsque tu arrives quelque part et que ta parole vaut la bouse de vache, on te laisse prospérer, mais on t'empêche de nuire. Les Occidentaux ont signé des traités. Ils les ont déchirés, ils ont utilisé la force pour tuer les gens avec qui ils ont signé les traités. Et ils parlent des droits de l'homme. Spengler dit, si vous voulez savoir comment le blanc en est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire les peuples civilisés, les peuples industrialisés, eh bien, je ne peux pas vous compter le tas de cadavres qu'il y a dans ces placards. C'était terrible ça. Terrible ça. On va vous dire, il faut lire Rousseau, il faut lire Voltaire, il faut lire ceci. Non. Non. La première des choses qu'un homme doit chérir, le premier de tous les droits, c'est le droit à la connaissance de soi. Tu dis Napoléon. Mais tu es Togolais. Mais c'est même une perte de temps et d'énergie. Hein? Cheikh Anta Diop disait, mais comment toi tu apprends Platon par cœur en grec? Tu vas devenir fou. Prends les résumés. Par contre, enseigne les papyrus dans la langue fond. En swahili. Alors, il est des urgences. Il y a des urgences dans la vie d'un homme. Le droit à la connaissance de soi, c'est le premier de tous les droits de l'homme. Ce n'est pas dans la déclaration des droits de l'homme de l'Ocodan. Le deuxième de tous les droits, c'est le droit à la connaissance de l'autre moi-même, qu'est celui qui est dans mon clan. Tu laisses tes voisins, tes semblables, et tu vas défendre les Palestiniens. Les Congolais sont là, on les tue. Tu dis rien. Que vaut la défense de quelqu'un qui ne défend que des gens qu'il ne connaît pas? Et sa mère, son père, on viole sa famille et il ne bouge pas. Ensuite, la défense de ta communauté. Le blanc a dit, tout blanc qui se trouve en Australie et qui voit un aborigène menacer un blanc doit tuer l'aborigène. Mais si nous, on dit il faut défendre les Africains communautaristes, c'est mauvais. Mais c'est pas ça qui est grave. Hein? Parce qu'il suffit de voir ce que la personne fait. Les actes. Pas ses paroles. Pas ses paroles. Pour accéder à la pensée d'un être humain, c'est les actes. Les paroles sont juste faites pour faire passer la pilule. Le noir voit les actes qui sont posés, qui sont contraires à ce qu'on dit être les droits humains. Et le nègre continue à vénérer celui qui pose de tels actes. Tu vois, la seule chose qui puisse expliquer ça, c'est un problème de psychiatre. Parce qu'un être normalement équilibré ne peut pas faire ça. Donc,
le droit de défendre les gens qui sont dans ta société, après ta communauté. Ta race. Et après, tu vois si tu as encore assez de force pour aller défendre quelqu'un qui est loin de chez toi. Ta maison brûle, tu laisses, tu dis que tu vas aller balayer la maison des Palestiniens. Ça ne va pas, non. Est-ce que tu sais sur quoi les Palestiniens sont assis là-bas? C'est sur le génocide de tes propres frères, les Cananéens. Est-ce qu'ils ont déjà fait un acte de repentance pour dire qu'ils regrettent d'avoir tué les Cananéens? Jamais. Pourquoi tu les défends? C'est toi qui les attaques? C'est leurs cousins israéliens. Et tous les deux se disputent la tête de tes ancêtres à toi. Et toi, tu dis que tu vas les défendre. Ça va pas, non? Donc, je n'ai jamais pris la défense des Palestiniens. Personne ne m'a jamais vu le faire. On m'a même dit, Kovi, est-ce que tu ne vois pas comment l'Irak souffre? Tu n'as pas bougé. Quand est-ce que tu vas faire une manifestation pour défendre les Irakiens? J'ai dit, tu sais, les Irakiens que tu vois là, c'est des gens qui ont tué nos ancêtres sumériens. Et qui sont sur la terre de nos ancêtres. Si on te dit qu'il y a 200 000 ans, il n'y avait que le noir sur la terre, comment tu peux imaginer que le noir occupe les autres continents si ce n'était pas lui qui était sur ces continents? Où sont passés tous ces noirs qui étaient sur le continent arabe? Ils sont passés où? Ça s'appelle l'Holocauste noir. C'est-à-dire ce que j'appelle l'épuration ethnique contre la race noire. Voilà ma position. Voilà ma position. Donc, nulle part, je ne dois me sentir, je dois avoir une conscience malheureuse lorsqu'il y a des règlements de compte de ceux qui ont tué mes ancêtres. Si je voulais être cynique, je dirais, allez, qui sais-tu? Comme ça, il y aura moins de boulot. Mais je ne le ferai pas. Parce que nous sommes les dépositaires de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité est née en Afrique. Et partout où on tue l'être humain, l'Afrique est en deuil. Voilà ma position. C'est ça que j'appelle l'humanisme matique de la maths. Voilà ce que je dis. Voilà ma vraie position. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'aurais pu dire. Mais en fait, j'ai dit si j'étais cynique comme eux. Mais ma vraie position, je viens de vous la dire. Partout où le sang de l'être humain est versé sur la terre, Kovi est en deuil et l'Afrique est en deuil. Voilà ma position. Donc il ne faut pas commencer à attaquer des locodèmes n'importe comment parce qu'ils nous ont bombardés. Hein? C'est-à-dire un locodème qui n'a jamais même mis pied en Afrique, tu l'attaques comme ça. Bon, donc, le locodème qui est le spécialiste de l'exercice de la terreur. Quand les gens font comme ça, ils disent que c'est des terroristes. Tu comprends? Le piège qui veut se refermer sur l'Afrique, c'est de nous contraindre à faire ce genre d'acte pour pouvoir justifier les bombardements au napalm, toutes sortes d'Afrique à la recherche des terroristes imaginaires. Les vrais terroristes, c'est ceux qui ont fait la traite des Noirs. Voilà ma position. Demandez aux Asiatiques qui sont les vrais terroristes. Demandez aux Aborigènes qui sont les vrais terroristes. Le terrorisme, c'est l'idéologie qui fait croire que l'exercice de la terreur et la suppression des vies humaines règlent les problèmes humains. C'est ça le terrorisme. C'est ça le terrorisme. Townby, Drigine, Yorga, Jean-Baptiste Avico, mais aussi Pingler. Voilà pourquoi on ne les cite pas. Voilà pourquoi leurs noms paraissent bizarres. Bien. Dernière chose, parce que c'est une réponse exceptionnellement longue. Et nous risquons, si ça continue comme ça, de battre tous les records de live. Ça risque de faire 8 heures. Donc je vais faire court. Il y a une technique pour faire court. C'est citer l'auteur. Kovi ne doit pas commenter tout le temps. Ça permet à Kovi aussi de souffler. Donc, le problème qui est posé ici, c'est celui-ci.
Comment se manifeste le déclin? Le déclin se manifeste d'abord par ce qu'on appelle la déliquescence des mœurs. Voilà. C'est-à-dire que les gens commencent à vivre comme des animaux. Les gens commencent à agir comme des individualistes. Et chacun pour sa gueule. Et tout ça. Voilà. La déliquescence des mœurs. Bon, je dis que nous sommes en plein dedans. Je m'excuse. Ce ne sont pas les exemples qui vont me manquer. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le monopole et l'exercice de la force brutale afin d'accéder aux ressources et à la rente. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit résolution des Nations Unies qui autorise la France avec l'ONUCI à bombarder la Côte d'Ivoire. Mais si par exemple il y avait une résolution que les Chinois disent on a attaqué des Chinois en France, donc nous on va bombarder Paris, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la Chine est un État terroriste. Je suis en train de parler en termes de propagande. Si je mens, les Noirs n'ont qu'à me dire. Si je mens, si mon raisonnement ne tient pas. Donc, on m'a dit ce genre de choses, Gomez. Jamais ça ne passera à la télévision au Bénin. Pourquoi? Ce que tu dis là, dans ta live, jamais. Je vais te demander pourquoi. Ils ont dit parce que les accords de coopération entre la France et l'Afrique stipulent que les informations qui sont données au Bénin doivent refléter ce que l'agence France Presse donne, ce que RFI donne. Donc, c'est la propagande française qu'on utilise au Bénin. Alors que la France exploite le Bénin. Mais nous, on n'a pas le droit à une contre-propagande. Dès que nous faisons une contre-propagande, qu'est-ce qu'on dit? Montée du sentiment anti-français, racisme anti-blanc. Donc, l'usage systématique de la force brutale, c'est ça qui prouve que ces gens-là, ils ne sont pas légitimes dans leurs droits. Et en fait, ils disent que c'est pour chasser un dictateur. Non mais Babo, c'est pour voler le cacao. Voilà la vérité. C'est pour voler le coton. C'est pour... Voilà. Troisième chose. Lorsqu'une civilisation arrive à un stade où pour pouvoir gagner l'argent, on empoisonne la nourriture de ses propres habitants par la grande distribution. Lorsque, pour pouvoir gagner de l'argent, on met des vaccins qui sont contre-productifs pour l'être humain. Et on donne à des populations entières de cobayes pour que quelques industries puissent avoir des profits. Lorsqu'on envoie dans l'atmosphère des tonnes d'air pollué, de manière à ce que même les nuages n'arrivent plus à se former. Et à ce moment-là, on voit que dérèglement climatique, ceci, cela. Tu vois? Aujourd'hui, je peux dire une chose. La mort des habitants de l'Afrique, la mort des enfants, surtout la mort des enfants, est provoquée à 60% par les vaccins. Il y a des vaccins qu'on administre à des femmes. Et la femme est stérile. Quand ça ne suffit pas, on les emmène et on ligature leur trompe, sans leur dire. Donc des femmes de 20 ans ne peuvent plus accoucher toute leur vie. Voyez, donc c'est ça que lorsqu'un occidental se rend compte de ça, et que lui-même dit qu'il a été protestant, et il voit que c'est son pays qui fait ça, et sa civilisation, il a le choix entre deux choses. Soit dénoncer et devenir un paria, soit cautionner et devenir un riche reconnu comme étant l'exemple même de celui qui a réussi dans la vie. Voilà ce que nous vivons.
Et il a dit que lui, il va dénoncer pour devenir un parieur. Mais là où il dit qu'il va dénoncer, il aboutit à la conclusion suivante. Un monde dominé par les Blancs est quand même meilleur qu'un monde qui serait dominé par les Noirs. Spengler. Ça, il est rattrapé maintenant par l'éducation. Négrophobe. Combien de Noirs lui connaît pour parler comme ça? Et pourquoi toujours imaginer un monde qui serait dominé par une race contre les autres races? Pourquoi pas une entente des nations? Vous voyez? C'est cette logique. C'est-à-dire, il dit que la force a fait trop de ravages dans l'humanité. Et il dit que les rapports de force, s'ils sont défavorables aux Blancs, c'est mauvais. Où est la cohérence? Hotep. Hotep. Deuxième question. Quelle est la thèse centrale de l'ouvrage Le déclin de l'Occident? Serge Covy. Il faut, dans la formulation, s'efforcer d'être clair. Il faut une formulation d'une rigueur telle que le lecteur ne puisse pas demain faire un contresens. La thèse centrale, c'est comment faire pour éviter la disparition de la civilisation occidentale. Parce que quand on voit le déclin de l'Occident, on a l'impression qu'il s'agit d'un constat et qu'il se contente de mettre en garde contre le déclin futur de la civilisation occidentale. En fait, dans tout le livre, il recherche les voies et moyens appropriés pour empêcher un tel déclin. Donc cela connote deux choses. Un, si le déclin est empêché, eh bien les rapports de force seront toujours les mêmes à l'échelle mondiale. Parce que l'Occident aura fait semblant de se réformer, mais va maintenir la domination sur l'Afrique, la domination sur l'Asie, etc. Donc il n'est pas contre la domination de la race blanche. Ce contre quoi il est, c'est les excès de cette domination qui font que la civilisation occidentale elle-même n'est plus crédible. Donc c'est un défenseur de la civilisation occidentale. Ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit il faut être rigoureux pour éviter les consensus. La deuxième chose, pour empêcher le déclin de la civilisation occidentale, il faut occidentaliser l'humanité. J'appelle ça la solution paradoxale. Pour lui, occidentaliser l'humanité, ça veut dire créer un Occident qui soit reconnu dans ses valeurs, dans son économie, dans son droit, à l'échelle planétaire. Comme ça, il n'y aura plus de conflit de civilisation. Parce que tout le monde, si tu es chinois, si tu es ceci, tu es de la civilisation occidentale. Et comme la civilisation occidentale va se mondialiser, il faut donc faire la mondialisation. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Le conflit vient de ce que certains Africains disent non. Nous, on n'est pas d'accord pour que notre culture disparaisse, notre langue disparaisse. Ceci. Lui, il ne parle pas de disparition des cultures. Mais il faut les conserver comme on conserve des reliques dans des musées. Par contre, le mode de vie dominant doit être occidental. Maintenant, nous en arrivons à un point qui est crucial. Il distingue l'aspect négatif de la civilisation occidentale et l'aspect positif. Et pour se dédouaner, il dit que ce qu'il souhaite, c'est une mondialisation autour de l'aspect positif de la civilisation occidentale. Et c'est très intéressant de savoir quel est justement cet aspect dont il parle. Je cite
son traducteur. Toute la spéculation allemande, depuis la grande révolution de 1789, est emprisonnée dans ces deux antithèses dont elle n'a pas encore réussi à se dégager même de nos jours. Orient et Occident, culture et civilisation. L'Occident, au sens large, c'est l'Europe opposée à l'Asie. Antithèse continentale qui constitue le pont aux ânes de tous nos manuels de géographie élémentaire. L'Occident au sens restreint que lui ont donné d'abord les contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, c'est la France et l'Angleterre, et le prolongement de celle-ci qu'est l'Amérique du Nord, opposée à l'Allemagne politique d'alors. Mais, dès qu'on s'élève un peu au-dessus de la mêlée, cette antithèse purement politique fait place chez les contre-révolutionnaires eux-mêmes à une antithèse historique, ou prétendue telle, où l'on voit réapparaître immédiatement le dilemme antique Graikos barbaroi, c'est-à-dire les Grecs contre les barbares. C'est ce dilemme qui a revêtu, par un phénomène de refoulement et d'autosuggestion analogue à ce que décrit la théorie psychanalytique de Freud, la forme antithétique de culture et civilisation, après avoir été appelée un moment par les pan-germanistes, germanisme ou romanisme germain, ou par certains cléricaux assez rares, protestantisme et catholicisme, si ce n'est tout simplement christianisme et paganisme. Abstraction faite de toutes les querelles de parti ou de confession, l'idée centrale cachée derrière cette antithèse est la suivante. Il appartient aux Allemands, peuple de grande culture, de réaliser l'unité de l'Occident, l'unité de l'esprit occidental, dissoute par les hordes asiatiques, peuplades de la nature, et par les occidentaux franco-anglais et leurs descendants Yankees, peuple de civilisation qui est aussi le règne de la force par opposition à l'esprit. Il n'y a guère de philosophes, d'historiens ou de sociologues allemands de nos jours qui ne fassent une distinction plus ou moins radicale entre les sciences de la nature et les sciences de la culture. Les sciences de la nature étant l'apanage des autres et les sciences de la culture étant l'expression du génie allemand. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, le mot Occident ne s'oppose plus chez Oswald Spengler à l'Asie ou à l'Allemagne, mais à l'antiquité gréco-romaine elle-même. Et d'autre part, aux autres cultures historiques de notre planète. Spengler nie donc implicitement le principe de la continuité de l'esprit humain. Et il en transfère l'origine historique à la notion de culture même, la réalisation logique corrélative de la civilisation humaine, enfin le fondement métaphysique de la notion fondamentale, la notion de destin, le fatum. Conformément à la logique du destin, immanente à l'histoire de notre planète, toute culture se réalise nécessairement en une civilisation donnée, c'est-à-dire que sa mort est donnée dans sa naissance même, et en est la finalité suprême. Il en résulte que la mort de l'Occident, c'est-à-dire de la civilisation occidentale, depuis Napoléon Ier, est une conséquence logique, aussi nécessaire que l'ont été successivement dans le passé les déclins de l'Égypte, de la Chine, de Babylone, de l'Inde, de l'Antiquité gréco-romaine, de l'Arabie et du Mexique précolombien. Quant aux autres cultures, déjà mortes dans le germe de leur vie, ou qui ne sont pas parvenues jusqu'au stade final de la civilisation, comme par exemple tout ce que nous désignons de nos jours par le terme de primitifs, les primitifs africains, les primitifs asiatiques, etc. Il faudra étudier selon la même méthode
à laquelle s'attelle Spengler si l'avenir ne leur appartient pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, fondamentalement, Spengler dit que l'Occident a inventé la notion d'historicité pour justifier l'œuvre du destin. Le destin étant considéré ici comme quelque chose qui vous est imposé, sans que votre liberté ne soit en capacité de l'exclure ou de l'accepter. Donc pour lui, les peuples comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, tout ça, n'ont jamais demandé à avoir des États qui s'appellent comme ça. C'est des guerres qui leur ont imposé ces États. Or, que disent les gens qui bénéficient de l'exploitation de ces peuples? Le peuple polonais, le peuple tchèque, les Sudètes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous appartenons à une même nation, qui vient du mot latin nascere, c'est-à-dire nous avons le droit du sang. On est nés des mêmes ancêtres. Alors que ces peuples sont en fait des mélanges de peuples opprimés qu'on a mis sur le même territoire, sous la domination d'une oligarchie qui les exploite au nom de la nation. Donc quand on les exploite au nom de la nation, ça s'appelle le nationalisme. Quand on les exploite au nom de la patrie, ça s'appelle le patriotisme. Voilà pourquoi le nationalisme et le patriotisme sont les idéologies qui permettent au peuple d'accepter l'inacceptable. Quand il y a un problème, on dit « Ah, les Allemands attaquent la France ». Il faut que la fierté de la nation française se constitue à travers la mobilisation générale de toutes les troupes. Ok, si on reconnaît donc que la nation française, c'est le lien de sang par la naissance, depuis les Francs et les Gaulois avant eux, pourquoi on emmène des tirailleurs sénégalais? Ils sont Francs, ils sont Gaulois aussi. Pourquoi on les emmène? Dans les faits, on agit comme si on va chercher n'importe qui pour défendre la France. Mais ce n'est pas la France qu'on défend, c'est une oligarchie qui a peur de perdre ses biens. Voilà pourquoi Karl Marx a dit que il vaut mieux qu'on attaque la France. Ça permet de libérer les prolétaires français. Il a dit, les prolétaires n'ont pas de nation. Le nationalisme est une idéologie anti-révolutionnaire par essence. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Le patriotisme est une idéologie révolutionnaire, réactionnaire par essence. Les prolétaires, leur patrie, c'est la terre entière. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà pourquoi Covey a dit, kémiques de tous les pays, vive libre ou mourir. Donc quel est le problème? Bon, on m'a demandé, Covey, toi tu dis vive libre ou mourir, tu es prêt à mourir? J'ai dit non. Parce qu'il faut que j'enseigne. Si je meurs, on n'a jamais vu des morts enseigner. Donc je veux vivre encore un peu. Comme ça, je fais le binôme avec Norbert. Donc quel est le problème de fond qui est là? Vous voyez bien qu'il y a 4 idéologies. 1. Le nationalisme. 2. Le patriotisme. 3. L'universalisme. 4. Le mondialisme. Voilà. Et c'est au nom de ces idéologies que les gens se battent. On a demandé à George Soros, est-ce que tu te sens américain? Et George Soros a dit non. Je suis un citoyen du monde qui gagne des dollars en Amérique. C'est tout. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la contradiction principale entre toutes les nations, c'est la contradiction entre les souverainistes et les mondialistes. Les souverainistes et les mondialistes. Donc,
ce qu'il dit ici, et qui est très important, parce que je ne sais pas si les Africains voient ça. La notion de destin, c'est la notion qui dit que un être humain qui vit en France, son destin est déjà scellé par rapport à la famille pauvre ou riche dans laquelle il vit. Mais on fait croire aux gens que le hasard, c'est-à-dire la loterie, le loto, c'est-à-dire 10 chances sur 10 milliards. C'est ça qui fait que c'est une société qui te permet la fortune même quand tu es pauvre. Donc, il dit, personne ne naît pauvre. La pauvreté, c'est la conséquence d'une division du travail et des rapports sociaux qu'on découvre une fois qu'on est né. Personne ne naît pauvre. Donc, il y a une différence entre le droit naturel et le droit positif. Le droit naturel, c'est que tout être humain qui arrive sur Terre, il a des besoins. Tant qu'il peut satisfaire ses besoins sans entrave, il est heureux. Les Indiens Miskitos, les Amérindiens, n'avaient pas besoin d'avoir la télé. Ils sont restés des millénaires heureux sans télé. Mais dès que ceux qui leur ont apporté la télé sont arrivés, ils ont apporté aussi la syphilis, la maladie, toutes les saloperies. Voilà la vérité. Donc cela pose un problème, c'est la définition du bonheur. Or, c'est un problème philosophique majeur. Qu'est-ce que le bonheur? Pour les peuples isfétiens, qui croient en Isfet et Apophis, le bonheur, c'est l'accumulation immodérée des biens matériels et la privation pour les autres de ces biens. Mais quelle est la finalité? C'est pour en jouir corporellement, charnellement, y compris jusqu'à détruire la nature et à s'auto-détruire soi-même. Parce qu'il n'y a plus de limite dans cette jouissance. Pour le peuple matique, qui suivent Ra, Amon-Ra, le bonheur, c'est le partage des fruits du travail collectif. Y compris à ceux qui ne travaillent pas, comme les infirmes. De manière à ce que le pacte de la solidarité l'emporte sur le pacte de l'individualité. C'est ça chez nous. Et une fois que tu partages, que tu fais l'entraide, que tu exerces le pacte de solidarité, tu vis en harmonie avec toi-même. Tu vis en harmonie avec les autres toi-même avec lesquels tu partages. Tu vis en harmonie avec la nature que tu ne dois pas détruire. Tu vis en harmonie avec le cosmos, avec l'univers. Donc tu vis en harmonie avec le bien. C'est ça qu'on appelle la béatitude. La béatitude. J'ai consacré 20 pages à la béatitude dans le livre. Je connais même par cœur mon propre livre. Je connais même par cœur mon propre livre. Je pouvais même ne pas faire le livre et venir seulement pour dire noter. Donc, la question des questions, c'est quelle est la source éthique du bonheur? Pour le blanc, le bien, c'est ce qui me permet de jouir. Donc, si moi je jouis au détriment de l'Amérindien, c'est que l'Amérindien n'a pas pu me exercer sa suprématie sur moi. S'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il est faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur est l'apanage des forts. Mais fort cette fois-ci, dans le sens de la guerre. Pour l'Africain,
La guerre est l'ultime recours des faibles. Car celui qui fait la guerre pour prendre les biens d'autrui, celui-ci, il oublie une chose. Il ne peut pas en jouir parce que ceux dont il a pris les biens, ils vont se venger. Donc, il croit que nous les aimons. Par exemple, les Français, quand ils viennent en Afrique, ils disent que ils sont très heureux parce que l'élite africaine est francophile. Tu vois, Gbagbo est francophile. Et les mêmes disent qu'il y a un sentiment anti-français préoccupant. Eh bien, moi, je dis, tous les Africains savent les méthodes utilisées par la France pour être la France aujourd'hui, 6e puissance du monde, soi-disant. En fait, elle est 10e maintenant, avec les 13 millions de dettes. 13 000 milliards. Bon, donc, le problème qui est posé ici, c'est grave ce que je dis. Parce que ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Corée du Sud est passée devant la France. C'est grave. Maintenant, je vais dire quelque chose encore. Comment la France compte, une fois qu'elle va sortir de la récession, comment elle compte rattraper son retard? Mais en faisant des rébellions en Afrique. C'est-à-dire les pays qui ont beaucoup de ressources là, qui s'attendent maintenant à avoir des rebelles. Or, c'est maintenant qu'on doit se préparer pour que les pays africains aient une défense commune. On ne le fait pas. On ne le fait pas.